Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses. Bienvenue dans l'épicerie fine. Cette semaine, direction le Haut-Doubs, un terroir de caractère authentique. Et on se retrouve ensuite pour cuisiner. Au programme de cet épisode dans le Haut-Doubs, Anne-Sophie Bourgeois nous dévoilera les secrets d'un spiritueux à la renommée sulfureuse, l'absinthe. Nous rejoindrons ensuite Antoine Verneret pour la fabrication du comté, un fromage local qui a su traverser les frontières. Histoire d'œuf fera la part belle à la saucisse de Morteau. Dans l'écologie en action, Geneviève Magnon nous emmènera creuser les sols des tourbières. Pour finir, les bonnes adresses du guide hédoniste et bien sûr, la recette de Guy Martin avec une volaille au mori, vin jaune et asperges. Allez, on démarre tout de suite par itinéraire paysan. De la douce brise, des forêts avoisinantes et de l'accent remarquable des habitants émane une sensation d'aventure dans une contrée fantastique. C'est peut-être cette atmosphère qui a envoûté les agriculteurs du Haut-Doubs pour la fabrication de produits ancrés dans ce terroir depuis des siècles, chargés en histoire et en poésie. L'été vient d'arriver, laissant apparaître une abondance verdoyante de plantes aromatiques dans le jardin d'Anne-Sophie et Arnaud Bourgeois, originaires de la région. Ils s'affairent ensemble à leur fauche minutieuse et manuelle pour la cueillette la plus qualitative qui soit. On a cette passion des plantes et le fait de les cultiver, de les choisir. Comme pour les vignes, vous allez avoir des vignes suivant là où elles ont poussé, elles ne vont pas avoir le même terroir. Et ben pour les plantes aromatiques, ça va être la même chose. Et on a pris soin de sélectionner les plantes qu'on allait cultiver. Avec cette multitude de parfums, Anne-Sophie et Arnaud fabriquent une boisson historique, la boisson des poètes, l'absinthe. Leurs nombreuses recettes se composent de plusieurs plantes aromatiques, dont l'absinthe, que l'on trouve sous sa grande ou sa petite forme. La grande absinthe qui est ici, c'est la plante qui a donné son nom à la boisson. Si on la sent, elle est très amère dans le parfum, elle est très parfumée, mais il y a beaucoup d'amertume. Donc c'est pour ça qu'elle n'est jamais toute seule dans l'absinthe. Donc avec l'anis et toutes les autres plantes, ça va faire un équilibre. Le Haut-Doubs est le berceau historique de l'absinthe. À Pontarlier, 65 000 litres par jour étaient distillés dans les années 1900. Mais après-guerre, suite à des mouvements politiques, la boisson a été interdite, mettant en avant la dangerosité de cet alcool. La fabrication se faisait en douce, en Suisse tout particulièrement, ce qui a permis aux recettes de perdurer. Ce n'est que 100 ans plus tard que l'absinthe a été réautorisée, ce qui permet aujourd'hui à Anne-Sophie et Arnaud de s'épanouir dans leur passion commune des plantes. L'absinthe, j'ai toujours aimé ça, ouais. C'est donc l'absinthe boisson bien sûr, mais aussi et surtout l'absinthe plante, quoi. C'est vraiment une plante assez fabuleuse qui a fait la réputation ici de cette région, le fait qu'elle pousse en climat de moyenne montagne. Donc c'est la rudesse du climat l'hiver, le petit coup de sec l'été, le coup de pluie au printemps qui va faire que les aléas climatiques vont faire se développer les côtés aromatiques de la plante. C'est ce qui a fait son succès ici, c'est vraiment ce qui me plaît. Ouais. Anne-Sophie et Arnaud sont associés et se complètent dans le partage des activités. Pour eux, travailler en agriculture biologique était une évidence. Ils prennent soin de chacune de leurs plantes. Tiens. Alors là, on est sur la plante qui s'appelle Hysope. C'est une plante qu'on récolte quand elle est comme ça, fleurie. Donc on fait attention, c'est bien, il y a plein d'abeilles. Et c'est à ce stade-là qu'elle est très parfumée et qu'elle correspond bien à ce qu'on attend d'elle. Installé ici depuis 2013, le couple a rénové cette ancienne ferme d'élevage laitier et transformé la grange en atelier. La ventilation naturelle en fait un excellent séchoir. Les techniques de mondage et de séchage sont différentes selon les caractéristiques des plantes, comme la mélisse qui va passer dans cet ancien hache-foin. Le problème de la mélisse pour la sécher, c'est qu'elle a des grosses tiges et c'est plein d'eau. Donc quand on met ça au séchoir, ça nous ramène trop d'humidité. Donc on la tronçonne en petits bouts. C'est vraiment une plante qui joue un rôle très important. Elle la ramène, pour ceux qui connaissent, c'est ce côté citron qui est vraiment important et qui va adoucir le côté un petit peu amer de l'absinthe quand même, hein, qu'il ne faut pas oublier. Donc celle-là, on la bichonne, enfin on les bichonne toutes, mais la mélisse, c'est vraiment une super plante. La mélisse, à cause de son humidité à la récolte, passe par un séchoir fait maison. C'est aussi le cas de la petite absinthe.
Donc on va mettre la petite absinthe sur les claies pour qu'elle sèche. On va allumer le petit ventilateur, lancer un déshumidificateur. On pourrait la sécher naturellement à l'air, mais là ça va être un petit peu plus rapide et ça va nous permettre de conserver les arômes. Et même la couleur va bien se conserver. La grande absinthe, elle, récoltée l'année précédente et pendue sous forme de bouquet, sèche naturellement sous le grand toit de la grange. On ne va pas utiliser toute l'absinthe, on va la préparer, on va la monder. Nous, on va enlever les tiges en essayant d'obtenir vraiment la feuille et les boutons de fleurs. On va tirer dessus en fait. Et par contre, il y a d'autres procédés que nous, on n'utilise pas, où on pourrait carrément faire des petits tronçons de plantes. Et là, on va utiliser aussi bien la tige que la feuille. Comme chaque matin dès l'aube, Antoine Verneret s'occupe de ses jeunes vaches, rentrées de pâture où elles ont passé la nuit. Il leur prépare un peu de foin. Nos vaches, elles mangent de l'herbe fraîche qu'elles pâturent à proximité. Donc on est situé à 850 mètres d'altitude. Donc elles mangent de l'herbe fraîche exclusivement quasiment, un petit peu de foin, mais surtout en hiver, parce qu'à partir du mois de novembre, la pousse de l'herbe est stoppée par les températures, par la neige. Donc l'hiver, elles sont nourries exclusivement avec du fourrage sec, du foin et du regain. Les vaches partent à la traite 2 fois par jour. Salut! Ça va? Le matin, c'est l'un des 3 associés de l'exploitation qui gère la traite. Le troupeau retourne ensuite en pâturage jusqu'à 17 h sous l'œil bienveillant d'Antoine, dans un décor époustouflant avec vue sur le lac Saint-Point, l'un des plus grands lacs naturels de France. Le troupeau d'Antoine n'est composé que de vaches montbéliardes, la race locale, créée à Morteau. Son lait est de qualité en matière protéique et en graisse, une valeur sûre pour la transformation en fromage. Sur 130 hectares, elle profite de la biodiversité du Haut-Doubs et de ses 80 espèces de fleurs. On met des clochettes à nos vaches et aussi à nos génisses. Alors, il y a déjà pour le plaisir, on aime bien voir un troupeau. Quand on va voir nos troupeaux, on aime bien que ça fasse un peu de bruit. On trouve que c'est mort, un troupeau qui n'a pas de clochette. Mais ce n'est pas que pour ça, ça a aussi une utilité. L'utilité, c'est surtout quand on pâture dans des zones comme ici, où il y a pas mal de forêts. C'est pour retrouver nos animaux. En fait, quand on vient les voir le matin, on écoute, on sait où ils sont et on va les retrouver plus facilement. La passion d'Antoine pour son métier lui a été transmise par ses cousins agriculteurs lorsqu'il allait les aider à travailler étant plus jeune. On ne peut pas faire le métier d'agriculteur sans être passionné. Moi, il n'y a pas un matin où je me dis mince, il faut aller au boulot, quoi. Ça me fait toujours plaisir de venir au travail, plaisir d'être en contact avec nos animaux, plaisir d'être dans des beaux paysages, profiter d'une belle vue, profiter de bonnes odeurs. Et je suis heureux d'avoir réussi et d'avoir pu m'installer dans cette région qui est quand même belle et puis dans laquelle on se plaît bien. Après les champs, direction la Fruitière des Lacs, une coopérative dont Antoine est le président et dans laquelle le lait collecté la veille est transformé en comté. La coopérative, c'est l'essentiel à mon avis de la filière comté et de sa réussite. Ce qui est important, c'est que tout appartienne aux hommes et que c'est les hommes qui mènent l'entreprise. Et un ensemble d'hommes, pas une seule personne, donc on travaille pour l'intérêt collectif et l'intérêt commun. Dans ces énormes cuves, le lait est caillé et découpé en très petits grains. C'est le moment clé de la fabrication du comté, car le lait est cru, alors il faut être particulièrement attentif à son évolution dans les cuves. La fabrication du comté varie en fonction de sa qualité, de la nourriture des vaches et même de la météo. C'est au fromager de s'adapter chaque jour au lait qui est collecté chez plusieurs éleveurs. Historiquement, on s'est mis à faire du comté pour pouvoir se nourrir l'hiver. Donc ça, je parle de ça, c'était au moment du Moyen-Âge. Et les gens, les exploitants, ils avaient tous 2-3 vaches. Et pour faire un fromage qui puisse se conserver longtemps pendant l'hiver, il fallait des fromages avec beaucoup de lait, donc avec 400 litres de lait. Ils n'avaient pas 400 litres de lait dans les fermes, donc ils se sont forcément regroupés pour pouvoir faire du comté. Donc on a mélangé le lait de plusieurs producteurs. Aujourd'hui, l'agriculture a évolué, les fermes ont évolué. On pourrait, avec le lait d'un agriculteur, faire du comté, mais on se l'interdit. C'est une règle du cahier des charges, on doit mélanger les laits de plusieurs producteurs pour pouvoir faire du comté. Après le décaillage et la déshumidification, le lait est envoyé dans ces 12 cloches. Une fois démoulés, les fromages sont salés dans cette salle sur l'heure de face. Là, on a les fromages qui ont été fabriqués hier. J'ai envie de dire que dans ce fromage, il y a le savoir-faire de 19 exploitations, 38 paysans. Il y a le savoir-faire des fromagers, de l'équipe des fromagers. Et il reste le savoir-faire de l'affineur pour pouvoir arriver à un produit d'excellence.
Durant toute l'année, à la distillerie Bourgeois, le couple s'affaire à la distillation des différentes plantes. Un processus de chauffe et refroidissement à l'alambic, la technique classique pour le travail de l'absinthe. Donc on a fait macérer les plantes, tout a chauffé, et là c'est en train de monter en entraînant les parfums, les huiles qu'on veut retrouver ensuite dans l'absinthe. On passe ici dans le col de cygne. Et là, à l'intérieur, là, il y a un fourreau entouré d'eau froide. Le contact avec le froid va faire condenser et on va retrouver l'absinthe qui va ressortir ici. Aujourd'hui, Anne-Sophie distille l'absinthe verte, mais le liquide qui sort de l'alambic est encore transparent. Après cette distillation, les plantes vont macérer et lui donner un caractère, une couleur et des parfums plus herbacés, d'anis ou de fenouil. On va obtenir un corps de distillation et qui va être entre 75 et 80. Mais après, suivant les absinthes, suivant les recettes d'absinthe, on va descendre l'alcool à certains degrés, des degrés qu'on a définis nous-mêmes dans nos recettes. Et là, les absinthes qu'on va obtenir, elles seront entre 53 degrés et 72 degrés. Mais il ne faut pas avoir peur des degrés, en fait. On laisse haut en degrés, c'est vraiment pour conserver les arômes. Et aussi, comme pour la verte, par exemple, c'est pour un peu fixer cette couleur naturelle. Anne-Sophie et Arnaud proposent une dégustation de leurs absinthes. Pour en développer les arômes, ils les servent avec de l'eau incorporée très lentement, comme avec ce brouille absinthe datant des années 1900. Ce processus va troubler la boisson. Cela s'appelle le louche. Donc je vais vous faire déguster une petite blanche. C'est une absinthe qui est très douce et vous allez avoir après les plantes qui vont arriver en bouche. Moi je sens beaucoup l'anis, avec cette amertume, cette richesse, cette complexité aussi en même temps. Et c'est vraiment super bon. Pour arrondir les absinthes amères, comme l'absinthe verte, la dégustation peut se faire avec du sucre. Il est incorporé en faible quantité, au goutte à goutte, grâce à cette cuillère spéciale. Aujourd'hui, les absinthes sont bien moins amères qu'autrefois, mais restent à consommer avec modération. Il y avait ce qu'on appelait l'heure verte, ça c'était beaucoup sur Paris. Hein. On a cette image des poètes, enfin de tous les artistes qui vivaient leur passion avec l'absinthe et qui trouvaient leur inspiration dedans. Ils ne voulaient surtout pas louper l'heure verte du soir, donc le coup des 5-6 heures, tout le monde était dans la rue quand il faisait beau et buvait son absinthe, quoi. Antoine Verneret est maintenant au Fort Saint-Antoine pour sa visite mensuelle à Claude Quéry, responsable de l'affinage du comté dans ce lieu. Situé à 1000 mètres d'altitude et édifié en 1880 pour protéger la frontière Est, le fort fut transformé en cave d'affinage de comté en 1966. C'est pas mal, c'est propre. Là aussi, un beau cuir. Antoine, Aurélien, la pâte c'est bien, on sent, c'est une pâte mûre, hein, il y a de la matière, on sent que la texture elle est fondante, c'est une belle microstructure, c'est un fromage, on sent qu'il y a du corps, au niveau des saveurs c'est bien équilibré. On voit ce côté un petit peu épicé quand même déjà, spécifique à la fruitière. Cela fait 35 ans que Claude travaille en cave d'affinage. La particularité de ce lieu, c'est que les comtés y sont affinés longtemps, 16 mois au minimum, grâce à des conditions semblables à celles d'une grotte, avec des températures douces, faibles et constantes. En fait, les familles mangeaient le fromage qu'ils produisaient au Moyen-Âge. Ensuite, les fromages ont commencé à être exportés localement, en Franche-Comté, et puis dans toute la France. Et aujourd'hui, les fromages sont présents sur les 5 continents. Notre fromage très simple, un peu primaire, eh ben, il est résolument moderne pour des consommateurs qui veulent continuer cette tradition du fromage naturel. Une fois sa visite terminée, Antoine retourne au travail dans les champs, tout en profitant de ces paysages envoûtants et jonchant les sols généreux du Haut-Doubs. Antoine, Anne-Sophie et Arnaud sont les mages qui veillent à la préservation de leur terroir. On enchaîne tout de suite avec une tradition aux notes boisées, la saucisse de Morteau.
Cette spécialité est l'un des fleurons de la gastronomie franc-comtoise. Fumée au bois de résineux, elle porte le nom d'une ville du Haut-Doubs, c'est la saucisse de Morteau. Pas étonnant qu'elle soit née sur ces terres jalonnées de montagnes et de vallées, de plaines et de plateaux riches en pâturages, mais aussi de forêts de sapins et d'épicéas. Ses origines remontent au XVe siècle, lorsque les paysans des hauts plateaux partent conquérir les forêts alentours. Ils construisent des maisons équipées de longues cheminées, des hautes pyramidales en planches s'élevant au-dessus du foyer, s'appelant des tuyers, et dans lesquelles les anciens suspendaient les charcuteries et salaisons. Cette tradition s'étend dès le XVIIIe siècle en dehors du territoire, grâce aux marchands ambulants qui vantent la petite cheville en bois qui la distingue et son goût inimitable. Aujourd'hui, la saucisse de Morteau détient un label rouge et une indication géographique protégée. Découpe, hachage, séchage, fumage, les techniques ont évolué, mais les gestes d'antan sont restés les mêmes. On consomme traditionnellement la belle de Morteau le dimanche après une cuisson dans une eau frémissante sans la piquer, au risque de voir son goût fumé s'échapper. La composition des sols raconte aussi une part de notre histoire géologique. Dans l'écologie en action, voyage quelques milliers d'années en arrière sur les tourbières de Frasnes. Au cœur du massif du Jura, le Haut-Doubs culmine à 1463 mètres de hauteur et dans les décors qui l'entourent, la vie ressemble à un long fleuve tranquille. Dans la réserve naturelle régionale des Tourbières de Frasnes, Geneviève Magnon, hydrobiologiste, fait son inspection habituelle sur ce site remarquable de 300 hectares. Les tourbières, ce sont des zones humides très particulières. La végétation qui s'est installée ne va pas se décomposer, par exemple en hiver ou à l'automne. La végétation s'accumule au fil du temps pour faire des épaisseurs de végétation morte extrêmement importantes. Du coup, on a des espèces très spéciales qui vont s'installer ici, qui doivent tolérer ce genre de saturation en eau. Ces conditions particulières connaissent des problématiques diverses, comme le détournement d'eau, responsable de sécheresse, ou la prolifération d'une plante nord-américaine implantée ici il y a quelques années. Le programme européen Life Tourbière, dont Geneviève est chargée de mission, permet de trouver des solutions à ces problématiques et d'entretenir le site. Ce qui va recouvrir l'ensemble de la tourbière ici, c'est la sphaigne, cette mousse qui est gorgée d'eau et puis qui va s'accumuler sur des épaisseurs importantes. Et puis si on est attentif, on regarde ce qui est un petit peu plus petit, à l'intérieur des sphagnes, on va trouver la Drosera, donc l'espèce carnivore, où on voit très bien qu'il y a un insecte qui est piégé sur cette feuille-là. Donc ça nous permet de voir que ça fonctionne effectivement très très bien. L'équipe travaille également avec des scientifiques comme Guillaume Bertrand sur les problématiques liées au changement climatique. Donc les tourbières contiennent énormément de carbone qui s'est donc accumulé pendant des millénaires et on estime que même si les tourbières ne représentent qu'environ 3% en surface sur l'ensemble de la planète, ils représentent en revanche près de 30% du carbone organique de tous les sols mondiaux. Donc c'est un stock absolument immense au regard finalement de la surface que ces écosystèmes occupent. Et on estime également que ça représente 10% des ressources en eau douce sur la planète. Sur cette plateforme scientifique sont étudiées ces interactions écologiques, mais aussi les variations d'eau au sein de la tourbière et l'effet des perturbations climatiques sur l'évolution de la végétation. On a notre programme de mesure de gaz, il est réparti entre ici et là-bas. Voilà, là c'est bon. Donc on a, la tige elle fait 4 mètres, donc on a 2 mètres 80 je pense, un truc comme ça. La matière organique, très peu dégradée, va constituer une archive sur plusieurs millénaires, environ 7500 ans pour ce site. Donc la technique de carottage en tourbière, eh bien on ne peut pas venir avec des machines, sinon on coule. Donc c'est un carottier russe, c'est une tige qui permet d'enfoncer dans le sol, avec un clapet qui se ferme, qui va enfermer notre échantillon, va permettre de le remonter sans perturber justement cette chronologie qui nous est si précieuse pour l'analyse derrière. La technique classique utilisée est la datation au carbone 14, qui permet de connaître l'âge de la matière et de faire des voyages dans le temps. Donc là, on est remonté à Louis XIV. Plus la carotte va en profondeur, plus la matière capturée est ancienne. Voilà, c'est celui-là qui est intéressant d'échantillon. Il n'y avait qu'une main dans le dos. Donc là, le début de l'échantillon, on est à 2,50 m de profondeur. On retrouve des éléments de tourbe saprique, encore bien saturés en eau. Ensuite, on a une espèce de boue liquide qui est de la matière organique mélangée sans doute un peu avec matière minérale, parce qu'on arrive
Du coup, sur le fond, voilà. Ici, on n'est plus sur quelque chose de tourbeux, on est sur le sous-sol minéral, composé d'argile ou de débris glaciaires très fins qui se sont déposés à la dernière glaciation. Même si le massif du Jura est caractérisé par des milieux très secs, il dispose néanmoins d'une diversité intéressante. Aujourd'hui, on a des paysages extrêmement originaux, extrêmement attachants, puisqu'on a de la forêt, on a du relief, on a des alpages dans le Jura, et on a aussi ces zones humides si caractéristiques, avec des milieux remplis d'eau, remplis de fleurs, de papillons, de libellules. Et c'est un écrin de verdure, on ne peut se sentir que très bien, en fait, puisque c'est des milieux qui sont vraiment magnifiques, mais à préserver, parce qu'il reste des menaces de destruction, et aussi des menaces vis-à-vis du changement climatique également. Tout en étudiant les sols sur des milliers d'années, Geneviève et son équipe doivent aussi composer avec les enjeux d'un monde qui évolue. Dans notre guide hédoniste, on vous livre quelques idées pour compléter cette escapade. Dans le village d'Amancet, Aroma Comtois produit des huiles essentielles de résineux, de la cueillette sauvage dans le massif du Jura à la distillation des aiguilles. Ici, on transforme même certaines huiles en différents produits thérapeutiques ou encore en confiserie. Et tous les produits possèdent la mention « Nature et Progrès ». Au départ de Villers-le-Lac, le Saut du Doubs, chute d'eau de 27 mètres de hauteur créée par un éboulement il y a plus de 14 000 ans, se jette dans les bassins du Doubs. Rappelant les canyons canadiens, il est accessible en bateau, à pied ou en calèche et le dépaysement est total en toute saison. À Chaux-Neuve, amoureux des bêtes et de nature, partez à la découverte de ce territoire aux airs de Grand Nord avec les chiens de traîneau des équipages Adams. Grâce aux initiations à la conduite d'attelage, les chiens polaires n'auront plus de secrets pour vous. Et l'été, balades en charrette ou cagnes randonnées vous sont proposées. À Fournay-Luisan, séjournez à 1000 mètres d'altitude au Pré-Oudot, une ferme traditionnelle entourée de nature. Autonome en eau et chauffé au bois des alentours, produits d'entretien naturel et repas bio et locaux, voilà les engagements du site. Également relais équestre, vous pouvez venir avec votre cheval. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Aujourd'hui, je cuisine un suprême de volaille, ragoût de morille au vin jaune et asperges vertes. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 suprêmes de volaille, 75 g de beurre, 30 cl d'huile d'olive, 4 brins de thym, 2 bottes d'asperges vertes, 20 morilles séchées, 20 g de fond de volaille en poudre, 180 g de crème liquide, une échalote, 100 g de beurre, 80 g de vin jaune, gros sel fin, fleur de sel et poivre du moulin. Parez les suprêmes de volaille, c'est-à-dire ôter l'os pour leur donner une belle forme, assaisonner avec le sel fin et un tour de poivre du moulin. Faire revenir doucement avec l'huile d'olive, le beurre et 2 brins de thym. Colorer sur toutes les faces en arrosant régulièrement. Laissez cuire une dizaine de minutes à feu doux. Arrosez fréquemment la volaille, celle-ci sera beaucoup plus tendre et la peau légèrement croustillante. Écussonnez les asperges vertes, c'est-à-dire retirer les picots qui se trouvent sur la queue. En couper 4 dans le sens de la longueur. Si vous n'avez pas un couteau qui coupe parfaitement bien, utilisez un couteau économe. Elle est réservée dans de l'eau glacée. Plongez le reste dans une casserole d'eau bouillante avec du gros sel durant 5 minutes. Refroidir dans de l'eau froide avec des glaçons, puis égoutter sur un papier absorbant. Faire tremper les morilles dans de l'eau tiède. En pleine saison, choisissez si possible des morilles fraîches. À défaut, les morilles séchées sont formidables. Les couper en 2 dans le sens de la longueur. Délayez le fond de volaille dans 180 g d'eau chaude. Éplucher et ciseler l'échalote. La faire suer dans du beurre sans coloration avec les 2 brins de thym restants. Ajoutez les morilles, déglacer au vin jaune et mouiller avec une louche de fond de volaille. Porter à petite ébullition et laisser cuire une dizaine de minutes. Remettre un peu de fond si nécessaire pendant la cuisson.
Ajoutez ensuite la crème et laissez cuire 3 à 4 minutes à petite ébullition. Juste avant le dressage, chauffez les asperges vertes dans une casserole avec un fond d'eau et une noisette de beurre. Pour le dressage, déposez les suprêmes coupés en deux dans le fond de l'assiette, parsemez de 10 demi-morilles par assiette, ajoutez les asperges et nappez délicatement de sauce. Égouttez les fines lamelles d'asperges, les assaisonner avec de l'huile d'olive et de la fleur de sel, les poser joliment sur l'assiette et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.